Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une vidéo un petit peu particulière puisque je vais jouer les compteurs, et pas les compteurs électriques hein. Il y a quelques temps, un collègue de travail m'a parlé d'un type nommé Beltraki. Intrigué par cela, je me suis donc empressé le soir même de faire quelques petites recherches sur cet homme. Et là, le Graal, le Nirvana, que dis-je? Une mine d'or. Extrêmement canaillé par cette histoire. Oui, j'ai dit le mot canaillé, oui. Il n'y a plus de jeunesse. Fasciné par cette histoire donc, qui de plus est totalement vraie, je me suis senti obligé d'en faire une vidéo. Alors, partons ensemble à la découverte de l'enquête Beltraki. Wolfgang Beltraki est un génie de la peinture. C'est-à-dire que le mec est capable de reproduire la façon de peindre des plus grands peintres. Leur mouvement de pinceau, leur style de peinture, tout. Le mec sait tout faire. Et comme beaucoup de personnes possédant un don, il a échafaudé un plan pour lequel son don allait lui servir à se remplir les poches. Et oulala, il s'est rempli les poches. 35 millions d'euros. Au cours de son procès, il a été établi qu'il y en avait pour une valeur de 35 millions d'euros. Mais comment a-t-il fait pour ramasser tout ce gros pactole ? Il a monté la plus grande arnaque de l'histoire de l'art. En gros, il s'est dit tiens, je suis capable d'imiter n'importe quel peintre, pourquoi ne pas en profiter pour duper tout le monde et me faire un paquet de fric. Mais ça, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Il commence par lire des catalogues raisonnés. Un catalogue raisonné, en gros, c'est un répertoire très complet d'un artiste. Il répertorie ses œuvres, leur généalogie, la vie de l'artiste, etc. Et parmi les œuvres répertoriées, il y en avait qui avaient disparu, qu'on n'a jamais retrouvées, mais qui étaient quand même mentionnées parce qu'on savait très bien qu'elles avaient existé. Et c'est précisément ces toiles qui allaient intéresser Beltraki, puisque ce sont ces toiles qu'il allait peindre. Mais ce n'est pas tout! Une fois qu'il avait choisi la toile disparue et qu'il allait faire réapparaître, il s'imprégnait de la vie du peintre qu'il devait imiter. Il écoutait la même musique, il fréquentait les mêmes endroits, il pensait comme lui, réfléchissait comme lui et peignait comme lui. En gros, il prenait la personnalité du peintre en question de façon à pouvoir l'imiter à la perfection. Mais ce n'est pas tout! Il devait également faire attention aux anachronismes. Par exemple, s'il devait peindre une toile censée dater de 1800 alors qu'on est en 2018, fallait faire en sorte que la toile semble réellement datée de 1800. Du coup, il a mis au point tout un tas de petites techniques afin de faire vieillir artificiellement ces toiles de manière à respecter leur chronologie. Mais ce n'est pas tout! Ok, j'arrête cette vanne. Vieillir ces toiles, c'est une chose, mais fallait qu'il soit sûr que ces toiles passent les maisons d'expertise afin d'être vendues dans les maisons d'art. Donc il a lui-même envoyé ses propres faux chez les experts en prétextant que ces toiles étaient des tableaux tests pour une collection, etc. Et tous les experts, sans exception, furent unanimes, ces toiles étaient des vraies. Ça y est, l'arnaque de Beltraki est fondée, elle marche, il se lance, plus qu'à enfourner et attendre la fin de la cuisson pour empocher le pactole. Seulement Beltraki, il est pas forcément chaud pour que ça soit lui-même qui vende ses toiles, hein. Il préfère pas trop se mouiller le gars. Il va alors s'associer avec un gentil monsieur au doux nom de Otto Schulte. Ah, l'Allemagne, subtil pays de finesse, d'élégance et de délicatesse. Otto Schulte s'occupait de vendre les toiles et Beltraki les peignait. La vie est belle, tout marche pour eux, d'autant plus que Beltraki est très malin, puisque au début il ne s'attaque pas directement à des grands peintres comme Rembrandt ou Picasso, mais à des peintres de second rang, comme Fernand Léger ou Max Ernst, qui sont des peintres assez connus quand même dans le milieu de l'art, mais beaucoup moins que Picasso par exemple. Et un beau jour, Beltraki rencontre la merveilleuse Hélène Beltraki. Ah oui, petite précision qui n'est pas des moindres, à la base Beltraki se nommait Wolfgang Fischer, mais après la rencontre de la belle Hélène, qui était une bonne poire... Belle Hélène, bonne poire... Poire, belle Hélène... Après cette blague, Nico s'exila au plus profond de la République démocratique du Congo afin de donner tout son temps à la congolexicomatisation des lois du marché. Il rencontre Hélène donc, c'est le coup de foudre, il se marie et Wolfgang prend le nom de sa femme, à savoir Beltraki. Hélène n'étant pas très idiote, comprend très vite qu'il y a une couille chez son mari et qu'elle ne sait pas tout. Wolfgang dévoile alors le poteau rose à sa femme et surprise, au lieu de le renier ou de le quitter comme beaucoup de femmes auraient pu faire, elle adore l'idée et décide même de l'aider à aller encore plus loin dans l'arnaque. Dans les années 30, Hitler, qui détestait l'art moderne allemand, a fait confisquer tous les tableaux qu'il pouvait, et la maison d'art la plus connue en Allemagne à cette époque était celle d'Alfred Fleckheim. Fleckheim, c'était un collectionneur juif dont les Allemands ont confisqué, même brûlé il me semble, bon nombre de toiles, tandis que lui a vite pris la tangente en 1935 et on peut comprendre pourquoi. Sauf qu'à cette même époque, le grand-père d'Hélène vivait non loin de cette même boutique. Vous le sentez venir là? Est-ce que vous le sentez venir, le bon gros plan badass qui va les rendre péter de thunes? À ce moment-là, ce qui se passe pour Beltraki et
et sa femme, c'est une aubaine pour eux deux de pouvoir monter une histoire de toutes pièces, mais qui est totalement crédible. Ils ont un contexte, ils ont une multitude de toiles à faire revenir dans la lumière et de quoi apporter des preuves concrètes de leur culpabilité. Donc Wolfgang va faire réapparaître le plus de toiles disparues possible de la collection de Fleckstein. Sa femme Hélène va fournir l'alibi, à savoir qu'à l'époque de la guerre, sachant qu'Hitler a détruit sa collection, Fleckstein a vendu à son grand-père la plupart de ses toiles pour une bouchée de pain, et Otto Schulte va ensuite vendre ces fameuses toiles. Et pour prouver leur culpabilité, ils ont recréé des photos mettant en scène Hélène imitant sa grand-mère chez elle, avec d'accrocher ici et là les soi-disant tableaux censés avoir été vendus à son grand-père par Fleckstein. Et là c'est parti, ils vont vendre toile sur toile, les maisons d'art vont se les arracher, elles vont toutes être validées par les experts et le trio va s'enrichir grassement. Si bien qu'après Wolfgang Beltraki et sa femme ne s'habillaient que dans des boutiques de luxe, ils partent en voyage dans des destinations de rêve, que même moi je serais obligé de faire un emprunt à la banque remboursable à vie et même après ma mort pour pouvoir me les payer. Enfin bref, il menait une vraie vie de roi. À force d'être le roi, Wolfgang s'est senti invincible et a commencé à faire moins attention à ce qu'il faisait quand il peignait ses tableaux, et ce manque d'attention lui a porté préjudice. Il a vendu une toile nommée Rouge Chevaux pour une valeur de 2,8 millions de dollars, c'est énorme, et le client, content, appelle une maison d'art afin de vérifier quand même que le tableau existe bel et bien. Et vu le prix, tu m'étonnes! La maison d'art va alors regarder dans leur catalogue raisonné et ils vont bel et bien trouver un tableau qui se nomme Rouge Chevaux, seulement dans le catalogue il y a mentionné que le nom et les dimensions du tableau. Donc impossible de réellement savoir à quoi il ressemblait. La gérante va alors faire passer le tableau en expertise afin de voir s'il y a anguille sous roche, et là, l'expert trouve une faille dans la toile, une pigmentation anachronique. Ce qui s'est passé, c'est que en analysant la toile, l'expert a trouvé une pigmentation de blanc titane, et le problème c'est que cette pigmentation elle a été commercialisée qu'à partir de 1960, alors que le tableau est censé dater de 1914. C'est fou, le mec a révolutionné l'arnaque de l'art, et juste pour une couleur, une pigmentation à la con, le mec s'est fait niquer, c'est complètement fou. À ce moment-là, c'est la panique, l'expert va retourner tous les tableaux qu'ils ont chez eux, dans la maison d'art, et là il va commencer à trouver tout un tas de détails qui montrent que voilà, les tableaux en réalité sont tous faux. Il va trouver par exemple genre les étiquettes falsifiées que Beltraki avait réalisées, et il y a des traces de café, etc. Enfin voilà, il va démanteler toute la supercherie. Mais pour être encore plus sûr, il va contacter Ralph Jensch, qui est le seul expert au monde sur les œuvres et la vie de Fleckstein, et bien évidemment l'arnaque montée par Beltraki va totalement tomber à l'eau. C'est la fin pour la team Beltraki, et ils vont se faire coincer. Leur procès a eu lieu en 2011, ça a duré 10 jours et ils ont écopé de 5 et 6 ans de prison partielle, donc c'est-à-dire que la nuit il fallait qu'ils dorment en prison obligatoirement, et la journée ils pouvaient rentrer chez eux, aller travailler, etc. Et bien évidemment interdiction de quitter le territoire allemand durant toute la durée de la peine. Et bah putain, je sais pas vous, mais moi cette histoire je la trouve complètement folle. J'espère que la vidéo vous a plu. Moi personnellement j'ai grave kiffé bosser sur le sujet, vraiment. J'ai été plus j'en apprenais sur l'histoire, sur Beltraki, l'arnaque, etc. Plus je devenais complètement fou, et enfin j'ai vraiment été fasciné par cette histoire, et vraiment je suis vraiment content d'avoir pu en faire une vidéo et d'avoir fait toutes ces recherches pour voilà, pour les intégrer dans la vidéo. Donc dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager de ouf. N'oubliez pas que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas fait, et aussi cliquer sur la cloche, voilà, pour être au courant de la prochaine sortie de mes vidéos. Et d'ici là, moi je vous fais plein de gros bisous sur votre bonne fesse gauche. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!